Bienvenue à tous dans Le Temps Mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très chaud en NBA version bubble. Le cas mystérieux des Milwaukee Bucks et surtout, le potentiel trade de Giannis Antetokounmpo. Vous êtes prêts? Let's go! Depuis la semaine dernière, les Bucks, meilleur bilan NBA au terme de la saison régulière, sont officiellement éliminés des playoffs. 4-1 en demi-finale de conf face au Miami Heat. Une sortie par la petite porte pour ceux qu'on voyait encore il y a peu comme les favoris à l'Est. Si l'upset fait l'effet d'une bombe, il n'en est pas moins logique, au vu de la domination sans partage des hommes d'Erik Spoelstra sur l'ensemble de la série. Cette défaite prématurée risque d'être lourde de conséquences. Certains imaginent même qu'elle pourrait entraîner le départ du futur double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo. Une perspective cauchemardesque pour la franchise qui, en plus de perdre son franchise player, deviendrait l'un des marchés les moins attractifs de toute la ligue. Doit-on s'inquiéter outre mesure? Qui sont les responsables de cette débâcle? Giannis pourrait-il quitter Milwaukee dès cet été? Mike Budenholzer a-t-il fait son temps? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Mais avant, un petit contexte historique s'impose. Quand les Bucks sélectionnent Giannis Antetokounmpo en 15e position à la draft 2013, on est loin de s'imaginer qu'il soulèverait le trophée de MVP 6 ans plus tard. Après tout, un obscur joueur de D2 grec dont le grand public n'a jamais entendu parler, ça peut paraître surprenant. Et ça l'est d'ailleurs. Passer de vendeur à la sauvette dans les rues d'Athènes à star international en quelques années, ce n'est pas donné à tout le monde. Même les Bucks s'estiment chanceux. Pas attendu comme un génie technique, ce qui décide le front office du Wisconsin à le drafter, lui plutôt qu'un autre, c'est son incroyable potentiel athlétique. À 19 ans, le grec mesure déjà 2,06 m. 3 ans plus tard, il en fera 2,11 m, pour une envergure gigantesque de 2,22 m. Relativement maigrichon à son arrivée dans la ligue, il passe de 89 kg à un peu plus de 110 au fil des saisons. Mais ce qui le rend différent des autres joueurs de son gabarit, c'est son invraisemblable mobilité. Avec une foulée de 2,64 m, il peut remonter le terrain en quelques pas, le rendant presque inarrêtable en coast-to-coast. Un swingman dans le corps d'un pivot. Physiquement, c'est le prototype du basketteur parfait. Un freak. Le Greek Freak. Dès sa saison rookie, Giannis marque les esprits et commence à s'imposer comme un titulaire indiscutable, sans pour autant dévoiler ne serait-ce qu'un dixième de son incroyable potentiel. Le plus impressionnant avec lui, c'est sa capacité à s'améliorer significativement dans l'ensemble des compartiments du jeu d'année en année. En 4 saisons, il passe de 6,8 à 22,9 points, de 4,4 à 8,8 rebonds, de 1,9 à 5,4 passes. Le tout en augmentant son pourcentage au tir et en devenant l'un des meilleurs défenseurs de toute la ligue. En même temps, être capable de switcher sur n'importe quel joueur, ça aide. C'est pourquoi, lors de la saison 2016-2017, il est auréolé du titre de meilleure progression de l'année. Seul ombre au tableau, son tir, mi et longue distance, qui reste très en dessous des standards actuels. Il ne faut pas une éternité aux Bucks pour comprendre qu'ils ont affaire à un basketteur à part, hors norme même. 1 an après Giannis, il draft en 2e position un autre monstre athlétique, Jabari Parker. Très vite, le duo d'ailiers s'impose comme le futur de la franchise. Pour les accompagner dans leur développement, les Bucks récupèrent la légende Jason Kidd à leur coach des Nets. Dès lors, Milwaukee ne manque les playoffs qu'à une seule reprise. Problème pour la franchise. Parker enchaîne les très grosses blessures, ce qui freine radicalement sa progression. Giannis, lui, explose. Cela ne fait plus aucun doute. L'avenir, c'est lui. En parallèle, Chris Middleton atteint un niveau de jeu que personne ne lui prédisait. Pour passer un cap, le front office des Bucks décide de se séparer de Jason Kidd aux grandes dames de Giannis. Il est remplacé plus tard dans l'année par Mike Budenholzer, un coach confirmé, élève de Greg Popovich et grand architecte des Hawks 2014-2015. Autre choix fort, le contrat de Jabari Parker n'est pas reconduit à la free agency. Il en va de même pour le jeune et talentueux Brogdon à l'été 2018. Sous Mike Budenholzer, le plan de jeu est clair. Du spacing
pour libérer de l'espace dans la raquette à Giannis. Pour ça, on entoure le grec de snipers et joueurs d'expérience comme Brook Lopez, Wes Matthews, George Hill ou Eric Bledsoe. La sauce prend à merveille. Giannis décroche son premier titre de MVP et les Bucks font leur meilleur bilan en saison régulière depuis 2000-2001. En playoff, ils tombent à l'expérience en finale de conférence face aux Raptors, futurs champions, et non sans avoir mené 2-0 dans la série. À ce moment-là, on se dit que ce n'est que partie remise et que l'année prochaine sera celle des Bucks. D'autant plus que le King n'est plus dans les parages, Kawhi non plus d'ailleurs. Sans compter que Kevin Durant, le Neo-Nets, est out pour la saison. La fenêtre de tir est trop belle. La saison se déroule encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Les Bucks finissent avec le meilleur bilan de la ligue, équipe la plus productive offensivement devant les Rockets de Mike D'Antoni, tout en ayant le troisième meilleur pourcentage au tir de la ligue. C'est propre et ça marque beaucoup. Cerise sur le gâteau, les Bucks dominent très largement leurs adversaires au rebond et disposent du meilleur defensive rating en NBA. En gros, ça attaque dur et ça défend tout autant. Une véritable machine de guerre. On en arrive au cœur du sujet. Les demi-finales de conférence Est, Bucks Heat. Nous n'allons pas nous attarder davantage sur le premier tour face à Orlando. Nous l'avons déjà fait dans une précédente vidéo. Pour vous résumer brièvement, Milwaukee a été globalement décevant, mais l'écart de niveau entre les deux équipes était tel que le Magic s'est rapidement retrouvé démuni face à Giannis et sa bande. Face au Heat, on s'attendait à un affrontement plus serré. Dans les faits, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Les Bucks se sont totalement fait dominer d'entrée et ne sont pas parvenus à s'adapter par la suite. Le résultat est sans appel. 4-1. Comment expliquer une telle débâcle? Il faut souligner l'incroyable performance collective du Heat. Dire que les Bucks n'ont pas été au niveau ne leur enlève rien. La victoire de Miami s'est avant tout construite sur la défense. Ils ont réussi l'impensable. Limiter l'apport offensif de Giannis. Comment? La stratégie était simple, l'exécution beaucoup moins. Lui couper l'accès à la raquette. Cela n'a été possible que grâce au travail remarquable de Bam Adebayo, Jay Crowder et André Iguodala qui se sont relayés pour contenir la bête. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, le Heat n'a pas compté sur des prises à deux systématiques. Les hommes d'Eric Spoelstra ont su user de cette arme avec parcimonie, notamment lors des attaques en transitions adverses, un domaine dans lequel d'ordinaire Giannis excelle. Grâce à de très bons replis défensifs, les joueurs du Heat, en s'y mettant à plusieurs, ont réussi à limiter les points en transition du Frick, notamment en l'orientant sur l'aile, ce qui a provoqué pas mal de pertes de balles côté Bucks. Spoelstra, en renforçant son secteur intérieur, a délibérément pris la décision de laisser Giannis shooter à moyenne et longue distance, mettant le doigt sur le plus gros de ses défauts, l'adresse. Éloigné du cercle, les pourcentages du grec sont en chute libre, moins 8 points par match par rapport à la saison régulière. Même sur la ligne des lancers, Giannis n'a pas su capitaliser sur sa capacité à provoquer des fautes. Sur 41 lancers francs tirés, seulement 22 ont fait mouche. Un manque à gagner de 19 points, sachant que 15 points au total séparent le Heat des Bucks sur l'ensemble des 4 rencontres disputées par le Frick. Il me semble que nous avons un début de réponse. Penser que Giannis est l'unique responsable de cette débâcle serait intellectuellement malhonnête. Plus globalement, c'est l'ensemble du supporting cast des Bucks qui n'a pas été à la hauteur. Hors Brook Lopez, qui lui a été bon dans son registre. On peut notamment pointer du doigt George Hill et Eric Bledsoe qui ont eu des pourcentages catastrophiques. Chris Middleton est un cas à part. On ne peut pas dire qu'il ait fait une si mauvaise série. Sans lui d'ailleurs, l'équipe serait repartie fanny. En revanche, on peut lui reprocher sa sélection de shoot. En 2020, avoir le plus gros volume de tirs à 3 points de son équipe et ne tourner qu'à 33%, ce n'est pas suffisant. Pareil pour ses tirs mi-distance, plus que hasardeux. Après, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Middleton a simplement montré ses limites. Il ne peut vraisemblablement pas être une deuxième option offensive d'un gros contender. Une fois qu'on a fait le tour des joueurs, il est temps de s'attarder sur le cas Budenholzer, que beaucoup considèrent comme le principal responsable de la débâcle. C'est un fait, Bud s'est totalement fait outcoacher par Eric Spoelstra, et cela
dès le premier match. Peut-être imaginait-il que le retour de Bledsoe au Game 2 allait changer la donne, mais pas du tout. Pourtant, il ne s'est pas ajusté et a continué à proposer le même plan de jeu, et ce, jusqu'à la blessure de Giannis dans la 4e rencontre. Il est resté passif et s'est retrouvé démuni face à la stratégie du Heat. On en vient même à questionner sa capacité à emmener une équipe loin en play-off. Avant l'année dernière, il n'avait participé aux finales de conférence qu'à une seule reprise, en 2015 avec les Hawks. Comme les Bucks, l'équipe avait survolé la saison régulière, mais avait été clairement moins brillante en play-off. Même l'année dernière, quand on y pense, les Bucks menaient 2-0. Nick Nurse s'est ajusté et a permis à son équipe de remporter les 4 rencontres suivantes, sans que Bud, lui, ne trouve de solution pour stopper l'hémorragie. Finalement, Mike Budenholzer n'est peut-être pas l'homme de la situation quand il s'agit de coacher une série de playoffs, où gagner un match ne suffit pas, où ce n'est pas un sprint, mais une course de fond. Bien sûr, les Bucks disposent de circonstances atténuantes. Comme tout le monde, ils ont eu à souffrir de la coupure et n'ont jamais retrouvé leur momentum positif par la suite. Ensuite, il ne faut pas oublier que ce sont eux qui étaient à l'initiative de la grève suite aux violences policières aux États-Unis. Peut-être cet épisode les a plus touchés que prévu. Et enfin, même avant de se blesser, Giannis n'était clairement pas en pleine possession de ses moyens. Sa blessure au match 4 n'a fait que précipiter la défaite. Cependant, et malgré tout, c'était leur année, et ils n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Maintenant que le décor est planté, on est en droit de se demander « What's next ?» Tout d'abord, autant rassurer les fans des Bucks. Giannis ne devrait vraisemblablement pas quitter Milwaukee à l'intersaison. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'il unfollow la moitié de la planète sans prévenir. Dans une interview pour Yahoo Sport, il a récemment déclaré en évoquant un éventuel départ. Ça n'arrivera pas. Certains voient un mur et décident de partir. Moi, je le franchis. Nous devrons devenir meilleurs en tant qu'équipe et individuellement, afin de revenir pour la saison prochaine. Même si en NBA, il ne faut jamais dire jamais, on peut penser que le message est clair. De plus, Giannis est très investi à Milwaukee, au point d'être considéré comme un héros local. Mais la froide réalité est peut-être moins évidente. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat. À l'été 2021, il sera pour la première fois agent libre non restreint et pourra s'engager avec l'équipe de son choix. S'il décide de signer ailleurs, Milwaukee perdra son joueur sans aucune compensation. Une perspective qui doit donner des sueurs froides au front office des Bucks et qui pourrait éventuellement précipiter un trade. Mais quand on voit à quel prix Anthony Davis est parti cet été, on se dit qu'il va vraiment falloir passer à la caisse pour tenter de récupérer le grec. Double problématique. Il faut qu'une franchise bénéficie d'assez d'assets pour convaincre les Bucks et qu'elle soit assez compétitive pour persuader Giannis de rester la saison prochaine. Un sacré casse-tête. Essayons d'imaginer qui pourrait faire l'affaire. D'abord, l'équipe dont tout le monde parle, les Warriors. Jamais à court de stars, les guerriers pourraient tenter un gros coup après KD. Le package tournerait autour d'Andrew Wiggins, qui a un salaire assez équivalent à celui du fric, du pick 2 de draft et d'autres goodies. Problème, Wiggins déçoit et ne comblera pas les problèmes de spacing des Bucks. L'expérience Wiggins, première option offensive, on a déjà donné et non merci. De plus, la draft est annoncée comme plus faible qu'à l'accoutumée, donc la valeur des loteries pick est à la baisse. Pour faire basculer la balance, Golden State pourrait tenter de remplacer Wiggins par Thompson. Là encore, trop d'incertitudes sur l'état physique du sniper, et puis, on imagine mal les Warriors se séparer d'un Splash Bro. En résumé, on y croit moyen. Qui d'autre alors? Le Heat? Ce serait ironique, non? Mais Miami est une des franchises qui peut proposer l'un des packages les plus intéressants. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie d'une armée de jeunes joueurs ultra talentueux bien sûr. Des basketteurs qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel et qui, en plus de ça, seront restricted free agents. Clairement, la meilleure solution sur long terme pour Milwaukee. On peut imaginer un package, Tyler Herro et ou Duncan Robinson et ou Kendrick Nunn, plus Bam Adebayo et André Iguodala pour faire matcher les salaires. Intéressant, non? Mais bon, vous voyez vraiment les Bucks envoyer leurs meilleurs joueurs depuis Ray Allen dans une franchise qui vient de leur mettre une déculottée en play-off? Mouah, on n'y croit pas. C'est un peu le même problème pour Toronto et Boston,
qui pourraient formuler elles aussi des offres intéressantes. Renforcer la concurrence est rarement une bonne idée, et puis Giannis l'a dit, il veut rester. Alors une question se pose, comment améliorer l'équipe? On commence par le coach. Bud, on en fait quoi? On peut penser que la solution serait de virer Mike Budenholzer, mais pour le remplacer, par qui? Un coach confirmé? Dans ce cas, le dernier free agent encore intéressant sur le marché s'appelle Kenny Atkinson. Un coach rookie, un choix risqué, mais qui s'est avéré payant pour Toronto l'année dernière. Quoi qu'il arrive, il faut absolument que le front office consulte Giannis et se plie à sa décision. La séduction avant tout. Licencier Bud peut lui envoyer un message positif. On fait tout pour te faire gagner, comme un message négatif. On ne vous fait pas confiance. En tout cas, s'ils décident de garder leur coach, la saison suivante sera un do or die. Plus le droit à l'erreur. Maintenant, si on se penche strictement sur l'effectif, l'équipe ne bénéficie pas de cap pour signer un bon free agent. Et puis, comme nous vous l'avons expliqué dans une précédente vidéo sur Dallas, le marché 2020 est loin d'être intéressant. Pour se renforcer, il faudra donc passer par un trade. Chris Middleton, qui a signé un énorme contrat sur le long terme, paraît difficilement tradable. D'autant plus que les Bucks n'ont pas de carotte assez alléchante pour rendre le package plus digeste. Donte DiVincenzo, ça va 2 minutes. Il faut donc identifier le poste auquel Milwaukee a besoin de se renforcer. Si vous avez bien suivi la vidéo, nous avons expliqué qu'il manque une troisième option capable de porter la balle et de soulager Giannis et Middleton à la création. Quoi? Bledsoe? Justement, s'il y en a un à trader, c'est bien lui. Trop irrégulier, il ne pourra vraisemblablement jamais driver une équipe vers le titre. Mais l'échanger contre qui? Un poste 1 gestionnaire avec du shoot et un minimum de défense. Vous avez dit Ricky Rubio? Dommage, ce coquin d'Eric est persona non grata dans l'Arizona. Chris Paul alors? Vous voyez vraiment le Thunder lâcher Chris Paul après une telle saison pour Bledsoe, DiVincenzo et des cacahuètes? C'est là qu'on se dit que matcher le contrat de Brogdon au lieu de le laisser partir aurait peut-être été une bonne idée. Vous comprenez donc qu'à moins d'un coup de génie, se renforcer significativement d'ici la saison prochaine risque d'être mission impossible côté Bucks. Il va falloir miser sur de bons vétérans au minimum et prier. Prier pour que la saison prochaine soit plus clémente, pour que Giannis et Middleton continuent leur progression et surtout pour que le Greek Freak reste à Milwaukee. Un futur donc en pointillé. Pour Milwaukee, l'été prochain sera synonyme de quitte ou double. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Temps Mort, on espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous êtes fan des Bucks, on est là pour vous, n'oubliez pas les petits mouchoirs. Et vous le savez, si Stephen Curry veut gagner de nouveau un titre, il lui suffit d'appeler Giannis. À la prochaine et n'oubliez pas, crossez bien. Tu mets pas ça.